Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Jeudi le 10 juin 2021, à la veille de la réunion du G7 au Royaume-Uni, Emmanuel Macron a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane. Cependant, le président français a précisé que la France poursuivra son engagement dans la lutte antiterroriste avec les forces spéciales. Pour de nombreux analystes, Emmanuel Macron n'en est pas à son premier coup avec ce genre d'annonce fallacieuse. Mais que cache réellement la fin de l'opération Barkhane annoncée par Emmanuel Macron? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette édition, au cours du débat, vous aurez également l'opportunité de nous appeler. Le numéro de téléphone s'affichera au bas de vos écrans. Vous pourrez également nous appeler pour donner votre avis sur cette question. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu beaucoup d'invités ce matin, pour que vous qui êtes à la maison, vous puissiez nous donner votre avis pour savoir justement ce que cache la décision d'Emmanuel Macron d'annoncer en tout cas la fin de l'opération Barkhane du côté du Mali. Le président français Emmanuel Macron a annoncé donc hier jeudi 10 juin 2021 une transformation profonde. Ce sont ces mots. Mais justement, quelle transformation profonde, me direz-vous, de la présence militaire française au Sahel et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région. Donc, depuis lors, il n'y avait pas justement une opération anti-djihadiste dans le nord du Mali. Ça n'existait pas. Que faisait donc Barkhane justement de ce côté-là? À l'issue des consultations, eh bien, voici ce que déclare Macron. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, a dit Macron lors d'une conférence de presse annonçant, je reprécise, la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure et la mise en œuvre d'une alliance internationale associant les États de la région. Fin de citation. Il dit plus tard, le temps est venu d'amorcer une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel. Bien sûr, c'est ce qu'il a déclaré le chef de l'État français pendant une conférence de presse du côté de l'Élysée. Estimant que le rôle de la France n'avait jamais été de se substituer aux États africains, Emmanuel Macron a indiqué que des discussions auraient lieu dans les prochaines semaines pour fixer le nouveau cadre de l'intervention au Sahel. Donc, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron et toute la classe politique française ont compris que leur présence ne substituait pas du tout, il faut le dire comme ça, aux États africains. Donc finalement, les États africains sont devenus importants finalement à quelques heures, il faut le dire comme ça, de l'élection présidentielle du côté de la France. Qu'est-ce que cela signifie? Que cache cette décision d'Emmanuel Macron de dire tout simplement, en annonçant la fin de l'opération Barkhane, en remplacement de l'alliance internationale? De quelle alliance internationale parle-t-on, puisqu'on sait pertinemment que là-bas, il y a 30 000 soldats étrangers qui sont encore sur le sol malien? De qui se moque-t-on? Il déclare, je cite encore, « La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État à la stabilité politique et au choix des États souverains. » C'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous retenons. Et nous allons justement le retenir. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer de l'État et des services de l'État à la stabilité politique et au choix des États souverains. C'est encore ces propos que je remets sur la table encore ce matin. Eh bien, messieurs, des consultations à ce sujet vont être menées d'ici la fin du mois de juin avec les États-Unis et les partenaires européens de la France, ainsi qu'avec les pays du G5 Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et sans oublier la Mauritanie. C'est ce que déclare Macron. La lutte contre le terrorisme sera faite, donc finalement, depuis que Barkhane est du côté du Mali, ce n'était pas pour lutter contre le terrorisme, me direz-vous, Dr Yamtimba, parce que finalement, dans son discours, il nous dit que ce sera cette fois-ci pour lutter contre le terrorisme. Je retiens les mots, Albert Anatole ici. Il dit, avec des forces spéciales structurées autour de l'opération Takuba, avec évidemment une forte composante française, avec encore plusieurs centaines de soldats et des forces africaines, européennes, internationales qui aura vocation à faire des interventions strictement de lutte contre le terrorisme, a précisé Emmanuel Macron. Finalement, je me pose la question, messieurs, ça signifie que Barkhane n'a pas été démantelé. Ça signifie que Barkhane n'est pas encore annoncé fini. Parce que si encore on parle de l'opération internationale et qu'il y aura également des soldats français. Je continue.
Le président Emmanuel Macron vient donc de signer l'acte de décès, nous dit-on, de Barkhane en tant qu'opération extérieure. Lancé le 1er août 2014, oui, vous avez bien suivi, 2014, après l'opération Serval qui avait permis, nous dit-on, de stopper l'avancée djihadiste, alors que depuis 2014, plutôt quand on regarde la carte malienne, eh bien, et surtout la carte du Sahel, le djihadisme et le terrorisme ont plus grandi que jamais. Allez savoir ce qui se cache derrière. Eh bien, messieurs, on nous dit que c'est le plus gros déploiement de militaires français à l'étranger qui étaient engagés aux confins des frontières du Mali, du Niger et du Burkina. 7 années d'opération contre 2, il faut le dire comme ça, mais 7 années d'opération qui n'ont absolument rien donné de bon. Cette année d'opération contre 2 groupes terroristes rivaux, l'État islamique au Grand Sahara et Al-Qaïda au Maghreb islamique, et au cours desquels 50 soldats français ont perdu la vie. Et beaucoup vont se poser la question, et d'ailleurs les Africains se posent des questions, ces 50 soldats, que venaient-ils faire sur le sol africain? Et pendant tout ce temps, combien de djihadistes, de terroristes la France a-t-elle tué? L'intervention française va désormais connaître une transformation radicale et en profondeur qui passera par la fermeture de bases de l'armée française, lesquelles on ne sait pas encore et encore moins à quelle échéance. Les détails du retrait français devraient prochainement être annoncés. C'est en tout cas la fin de la présence des troupes conventionnelles, nous dit-on, du côté du Mali. Emmanuel Macron indique qu'il souhaite désormais donner la priorité à la lutte contre les djihadistes par les forces spéciales. Les forces spéciales, c'est la force Sabre. C'est pas moi qui le dis, composé de 350 commandos, des 3 armes, chargés de neutraliser les chefs terroristes. Ces soldats d'élite seront épaulés par les commandos européens de la force Takuba, déjà présent au Sahel, mais aussi par les forces spéciales des armées partenaires. Le total de ces forces spéciales par nature très discrètes ne devrait pas excéder 1 millier d'hommes, une empreinte sans commune mesure avec ce que représente Barkhane et ses 5100 hommes. Donc, Barkhane avait 5100 hommes. Désormais, l'autre opération, bien sûr, pour lutter strictement, selon ce qu'on nous dit, contre le terrorisme et le djihadisme, n'aura pas plus de 1000 hommes. Allez savoir justement ce que cache cette décision. Docteur Yamentima, vous êtes comme moi, vous avez suivi cette information tard hier soir. Finalement, Emmanuel Macron, on ne sait pas si c'est de la flatterie ou alors c'est de la honte, annonce justement la fin de l'opération Barkhane. Si on est gentil, on va considérer que c'est une annonce électoraliste. Si on est gentil. Ouais, si on est gentil. On va considérer que c'est une annonce électoraliste. Les élections pointent, il faut bien un certain nombre de choses. Après, il y a une succession d'événements qui soufflent le chaud et le froid. Et donc, on va se dire, c'est une annonce électoraliste. En fait, il faut bien qu'il se réconcilie avec une grosse frange de la population française qui se pose des questions depuis quelques années, la question depuis quelques années de savoir, mais que font vraiment les militaires français là-bas? Oui. Et il y a eu beaucoup de groupes qui ont demandé le retrait, le retour des Français chez eux. Il leur a dit, lui, oui, particulièrement, que la force Barkhane était là pour protéger la France et l'Europe contre le terrorisme. C'est quand même une histoire assez curieuse parce que il a fallu que les Français installent Serval, puis Barkhane, pour que le terrorisme prolifère, pour qu'on ait l'État islamique au Mali, au Sahara, Al-Qaïda et tout ça, qu'on ait maintenant un groupement de solidarité, de terroristes, etc. Et que, bizarrement, aujourd'hui, la France nous dit que l'ennemi numéro 1, c'est le patron de ce groupement. Bah, c'est peut-être l'allié numéro 1, parce qu'il faut bien qu'on s'entende, est-ce que c'est l'allié numéro 1 ou c'est l'ennemi numéro 1? Mais quelle est cette manie qu'ont les pays européens à aller se désigner des ennemis dans des pays qui ne sont pas les leurs? Mais c'est comme si un peu le Mali se levait et disait tel Français est notre ennemi numéro 1. C'est quoi cette affaire? Je pense qu'il y a quelque chose dans
cette attitude. C'est dommage que nous consacrions une émission à discuter d'une décision aussi farfelue et peu structurée, mais parlons-en tout de même, puisqu'il y a quand même des soldats français au Mali, mais c'est un peu farfelu de venir nous parler comme ça. De venir nous dire oui, on va restructurer tout ça, on va ramener les soldats français, on en laissera quelques centaines. Il y a déjà la force Takoubaki, elle sera même renforcée par la Grèce, la Hongrie, la Serbie, le Danemark. Et la liste risque de ne pas en finir, l'Italie. Les États-Unis, etc. Il y aura une concertation avec les Américains et les Européens. C'est-à-dire qu'en fait, vous décidez des problèmes du Mali, vous discutez des problèmes du Mali. Sans les Maliens. Sans les Maliens. Ça ne les concerne même pas. Vous discutez entre vous, vous décidez de ce que vous allez faire. Et ensuite, vous dites que vous allez retirer vos soldats, mais il en restera certainement 2500 sur 5100. Mais vous êtes en train de parler du démantèlement d'une base militaire française en France, où vous dites, bon, monsieur le maire de la commune, l'État va démanteler la base, il y a 5100 soldats, et puis on va en laisser 2500, le reste sera redéployé ailleurs, et quand même, comme votre commune est stratégique, on va quand même s'assurer qu'il y a une coalition internationale ici, parce qu'il y a 5 ou 10 frontières au même endroit. Mais c'est quoi ça? En fait, la question de fond, c'est que vous constatez que la France se comporte comme si le Mali était une commune française. Tout simplement. Maintenant, les gens peuvent être là à vouloir dire que oui, mais elle est en train de vouloir se retirer un peu. Non. La France ne se retire pas. Quand on se retire, on fait ses valises et on s'en va. Ouais. Vous ne pouvez pas dire je me retire et bon, mais je vais quand même laisser quelques personnes. Ça veut dire que vous vous retirez pas, vous êtes encore là. Mais ce qui est pire, et ce qui est encore beaucoup plus, tout aussi grave, peut-être pas pire, mais tout aussi, parce que je ne sais même pas s'il y a quelque chose de pire au Mali que le fait simplement que ces soldats soient là. Mais ce qui est tout aussi grave, c'est-à-dire qui atteint le même niveau de gravité, c'est le fait quand même que vous donnez des ultimatums à un chef d'État. Vous dites à quelqu'un que les Maliens ont accepté, que la CEDEAO même a finalement accepté comme président de la transition. Vous venez de dire que vous ne voulez pas créer un précédent, pourtant vous êtes allé créer le précédent au Tchad. Oui. Mais vous êtes allé créer le précédent au Tchad et maintenant vous voulez donner des leçons à la planète tout entière. Vous dites non, lui c'est un putschiste, là-bas il n'y a pas un putschiste. Un chef d'État qui meurt, c'est quoi? Ici, on déplace un chef d'État, vous êtes en train de dire, et vous avez quelqu'un qui est adoubé par son peuple, par les institutions de son État, vous venez leur dire comment ils doivent organiser la gestion de leur État. Si vous êtes partant sur le fait qu'il y a un tel, là, il y a un coup d'État, là-bas il n'y en a pas un autre, c'est vous-même qui êtes dans le chaos, pas les autres. Et vous venez dire que vous ne l'acceptez pas comme tel, parce qu'il va engager des discussions avec les djihadistes et vous n'acceptez pas cette discussion parce que ces djihadistes tuent vos enfants. Ils sont allés tuer vos enfants chez vous. Vous n'êtes pas venus chez eux et vos enfants ont pris des balles chez eux. Mais rentrez chez vous. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, vos enfants n'auront pas... Les balles de djihadistes qui se tirent au Mali ne les toucheront pas. C'est beaucoup plus facile. Et puis de l'autre côté, vous donnez des ultimatums à un chef d'État en disant qu'il n'a pas le droit de discuter les djihadistes. Ce que vous appelez djihadistes, vous avez décidé que c'est des djihadistes. C'est des Français. Ce pas des Maliens. Ce type-là, le Assimi Goïta, il peut diriger le Mali sans eux. Même un président civil que vous voulez faire venir à la tête du Mali. D'ailleurs, le président de la transition l'a promis. Donc, que vous en parliez n'a pas d'importance de toutes les façons. Alors, le nouveau président qui arrivera et qui sera un civil, il va diriger le Mali sans ces gars-là. Est-ce que ces gars ne sont pas maliens? Si chez vous, en Europe, et c'est une attitude, même dans la science, même par exemple en médecine, c'est comme ça que les Européens réfléchissent. Pour eux, soigner quelqu'un, c'est détruire les pathologies, c'est détruire. Donc on va détruire les agents pathogènes, des trucs comme ça. Chez nous, c'est pas forcément ça. C'est pas la destruction. C'est rétablir un équilibre naturel qui permet à nouveau une certaine harmonie. Donc, eux, ils vont se dire, ceux-ci, on les a déclarés djihadistes, on va les tuer. Chez nous, en Afrique, on ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, en Afrique, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné qu'est-ce qui n'a pas marché dans le fonctionnement de notre collectivité, qui a permis l'émergence de djihadistes. Et donc, on va faire la palabre africaine. Et dans cette palabre africaine, donc, on va trouver les solutions ensemble. Voilà comment on fonctionne traditionnellement en Afrique. C'est-à-dire que même sur le plan scientifique, on fonctionne comme ça. Notre médecine, par exemple, ne va pas dire on va tuer les cellules, on va faire sinon. Notre médecine va dire on va créer un environnement qui empêche les agents pathogènes d'agir. Donc, ce que fait
ce que veut faire le président de la transition, c'est de restaurer l'équilibre du Mali. C'est de rappeler, et là il reconnaît à tous les Maliens leur nationalité et leurs droits sur le Mali, en disant il n'y a pas que certains qui ont des droits sur le Mali et d'autres pas. Et par conséquent, on va discuter et on va discuter avec tout ce monde et on va trouver les bases d'un fonctionnement optimal et d'un fonctionnement harmonieux du Mali. Alors, mais vous venez leur dire, vous dites, s'il fait ça, vous n'êtes pas d'accord. À quel titre vous n'êtes pas d'accord? En tant que Malien, vous ne l'êtes pas. En tant que ministre du gouvernement malien, vous ne l'êtes pas. En tant qu'élu malien, vous ne l'êtes pas. Lui, il est le président, vous n'êtes pas président du Mali. Alors, vous êtes contre, vous n'êtes pas d'accord à quel titre? Donc, je crois que, en réalité, c'est de la manipulation. Oui, oui, la fin de l'opération Barkhane en tant qu'affaire politique extérieure, non. Vous faites vos valises, vous partez. Voilà ce qu'on appelle partir. C'est-à-dire qu'en 76, les Américains sont partis. En 54, la France est partie du Vietnam. En 76, ils sont partis du Vietnam. Oui. Donc, vous ne pouvez pas commencer à dire on va partir, mais on laisse une force. Vous laissez une force où? C'est chez vous? Non. Alors partez. Parce qu'en partant, vous créez une situation de paix avec le Mali. En partant, vous créez un environnement de dialogue avec le Mali. En partant, vous permettez aux Maliens de restaurer la cohésion de leur pays et vous pouvez à ce moment-là, ils peuvent en ce moment vous considérer comme un partenaire. Mais vous ne commencez pas d'abord par avoir comme postulat le fait que l'armée du Mali n'est pas capable de diriger ton territoire et que par conséquent vous devez être là. Et d'ailleurs que les États sahéliens ne sont pas assez forts. Vous êtes là depuis 8 ans, vous avez fait quoi? Vous êtes là depuis 8 ans, le nombre de groupes en guerre s'est multiplié par au moins une cinquantaine, par un facteur de 50 à 100. Donc vous êtes plus faible que ces États, puisque quand vous n'étiez pas là, il n'y avait pas ces problèmes-là. Donc en réalité, je crois que au fond, ce que veut le président français, c'est de trouver, c'est tout simplement d'impressionner son électorat. Et quand il aura impressionné son électorat, peut-être que ça va lui apporter quelques voix et il ne se passera rien de nouveau au Mali. Il y aura toujours ces gens en place. Albert Anatola, ici, au vu des explications du docteur Yamben Timba, on a l'impression que, et d'ailleurs même plusieurs Africains pensent ainsi, que la France ne quittera jamais le Mali. La France ne quittera jamais le Sahel. Degré. Bon, il faut bien qu'on le dise. Degré. La France ne quittera jamais le Mali. On va également rappeler à nos téléspectateurs qu'hier, justement, c'est à l'Élysée qu'Emmanuel Macron a donné cette conférence de presse. Il déclare il annonce en tout cas la fin de l'opération Barkhane, mais fait savoir que cette fois-ci, il y aura quand même une opération Takuba, 1000 autres soldats français qui seront toujours sur le territoire. Cette fois-ci, ils vont se battre contre le terrorisme et le djihadisme. Que faisait-il pendant toutes les autres années précédentes? Que faisait-il là-bas? Je voudrais compléter les extraits de ses propos. De son discours, oui, de ses propos. Avec deux autres extraits que j'ai pu retenir, à savoir que la France n'a pas vocation à rester au Mali, en tout cas au sein de manière globale. Oui. Et que la France ne peut pas rester indéfiniment aux côtés des États qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Il a également dit. Ce qui suppose donc que le père, c'est-à-dire le coq français, a décidé de partir parce qu'il a les enfants qui ne sont pas très obéissants ou qui sont responsables. Je voudrais quand même vous rappeler que depuis le sommet de Pau de 2020, il y a eu trop de contradictions dans le discours de Macron relativement à la situation sécuritaire au Mali. Oui. Souvenez-vous également que en 2020, lors du fameux sommet de Pau, c'était pratiquement une sorte de réquisitoire auquel étaient soumis les présidents des pays concernés, à qui ils demandaient, ils exigeaient des éclaircissements, s'il faut ainsi dire. Parce que lui, M. Macron, il a constaté que du fait de la présence française au Mali, du moins au Sahel, il y avait un sentiment assez anti-français grandissant. Plus tard, il dit que bon, la France n'a pas vocation à rester indéfiniment. De ce côté, il va falloir bien sûr penser à retirer ces forces-là au plus tard à la fin du mois de 2000, à la fin de l'année
2021, ça il faut le dire. Parce que ce n'est pas une surprise s'ils décident de retirer la force Barkhane, parce que c'était prévu dans ces projets. Mais sauf que il y a un élément, il y a deux éléments qui ont un peu compliqué ou reporté un peu cette échéance, notamment l'assassinat du président tchadien Déby et le limogeage, j'allais dire, le push entre guillemets de M. Ibeka. Donc voilà donc les deux événements majeurs qui ont un peu brûlé les cartes. Mais c'était prévu dans l'agenda de Macron de retirer progressivement, n'est-ce pas, l'opération Barkhane. Mais la question de fond, c'est de savoir, est-ce que réellement Paris a les moyens financiers opérationnels de pouvoir réinstaurer la sécurité dans la zone du Sahel? Je pense que non. Nous sommes là dans la manipulation, Yam l'a dit. Nous sommes également dans une sorte de surenchère politique. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez la prétention, avec pratiquement 30 000 hommes, comme vous avez indiqué tantôt, vous avez la prétention de dire que vous allez ramener le calme dans un périmètre, dans un périmètre de plus de 5 millions de kilomètres carrés. 5 millions de kilomètres carrés. 5 millions de kilomètres carrés. Avec moins d'hommes. Là où en Afghanistan, par exemple, avec 100 000 hommes et dans un périmètre de 600 000 kilomètres carrés, les Américains n'ont pas pu manger du Taliban. Vous avez la prétention que dans un rayon de 5 millions de kilomètres carrés, avec moins d'hommes, moins d'effectifs, vous allez pouvoir régler le problème. C'était quand même présomptueux de le dire. En même temps, il faut aussi dire une chose, et nous avons d'ailleurs dans le cadre d'autres débats, nous avons eu à le dire, à savoir que la présence des opérations françaises en Afrique permettent à Paris à la France d'avoir sa position, la position qu'elle occupe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, parce que si elle ne s'engageait pas véritablement dans ces opérations militaires à l'extérieur, Paris n'occuperait pas cette position. C'est pour le dire. Deuxième chose, il s'agit d'une rubrique qui coûte excessivement cher aux contribuables français. 1 milliard d'euros par an, c'est énorme. Mais vous pensez que Paris peut s'engager dans ce genre d'opérations, d'initiatives, si ça ne lui rapporte pas quelque chose par derrière? Puisqu'on nous dit qu'une balle coûte également, Albert Anatole. Ici, une balle sortie des fusils français, c'est beaucoup d'argent que le Mali verse justement à la France. Pas seulement que le Mali, des autres alliés, des autres partenaires. Parce que Paris est devant, la France est devant, mais derrière, il y a la contribution des autres alliés, comme ils les appellent. Parce que comme c'est lui qui est devant, il y a beaucoup d'argent qui est donné derrière. Il y a beaucoup d'argent. Donc, n'oubliez pas que les engagements militaires à l'extérieur, très souvent, ça renfloue les caisses de l'État qui a déployé justement ces éléments, sa logistique, tout ça. Donc sur le plan militaro-diplomatique, Paris, il gagne beaucoup. Maintenant, allons sur le terrain des opérations, notamment au Mali précisément, plus c'est le cas, c'est la thématique de ce matin, mais nous avons vu, et nous avons également organisé des thématiques là-dessus, où nous avons vu les ingénieurs habillés en treillis piller, n'est-ce pas, le sous-sol malien. Mais ça pose quand même un problème. On puisse questionner que valent finalement 8 ans de présence militaire au Mali sans résultat? Que valent 8 ans de présence militaire au Mali sans résultat concret sur le terrain? Bien au contraire, il y a une surenchère d'attaques terroristes, il y a une surenchère d'exactions commises par et d'autres, que ce soit du côté des forces Barkhane, où vous avez les civils qui sont confondus en djihadistes, si ça existe. Vous avez des militaires maliens qui sont tués par leurs amis, qui sont confondus aux djihadistes. Ça pose quand même un problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question seulement de démanteler les bases militaires. Il est question absolument de dégager ces forces d'occupation. Il faut le dire, ce sont des forces d'occupation. Dès lors que les Maliens, les Mauritaniens, les Nigériens ne veulent pas, parce que peut-être c'est les politiques, c'est-à-dire les officiels, les gens. Mais par contre, le peuple souverain ne veut plus de la présence française ou des forces étrangères sur le territoire malien. De manière globale sur le territoire du Sahel. Donc il faut, à mon sens, donner la possibilité
justement à une coalition de forces, des forces armées des pays qui sont du G5 Sahel. Je pense que si on met en synergie, s'il y a une synergie de forces, une synergie opérationnelle des armées de ces zones-là, on peut avoir un résultat plus intéressant que celui qu'on pense que Paris peut nous apporter avec toute la logistique, tout ce que vous pouvez imaginer comme dispositif opérationnel. Il y a une question qui revient toujours chaque fois, Albert Anatole. Ici, cette question de savoir qui arme, qui finance les groupes djihadistes, les terroristes. Et d'où viennent les armes? C'est une question qui a été posée lors de la campagne, de sa dernière campagne électorale. Cette campagne électorale, je ne sais pas, de président Déby, de mémoire. Qui se pose la question, mais d'où viennent les djihadistes? Est-ce qu'ils tombent du ciel? Ils ne tombent pas du ciel, justement, Albert Anatole. Qui arme les djihadistes? Est-ce qu'ils tombent du ciel? Vous avez la réponse. Je ne pense pas que vous pouvez armer des ennemis pour tuer votre peuple, pour s'attaquer à votre État, non. Je pense que s'il faut entrer dans, justement, des considérations historiques, mais écoutez, c'est pareil avec ses amis de l'OTAN, qui ont ouvert un couloir qui part de la Libye, et qui a permis à ce couloir qui a permis avec M. Sarkozy, qui a ouvert ce couloir avec l'assassinat de Kadhafi, qui a ouvert ce couloir et qui a permis justement que ces populations-là, qui avaient leurs revendications politiques, se transforment, n'est-ce pas, en terroristes. Parce que lorsqu'on parle de djihad, c'est une guerre sainte. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Mais lorsqu'on me parle de djihadisme dans le Sahel, je ne sais pas s'il y a une conversion, justement, des communautés qui peuvent être considérées comme... C'est plutôt les assassinats des populations, Albert Anatole, voilà. Ici. Donc, alors, ça veut donc dire que nous ne sommes pas dans une guerre, ce n'est pas du djihad. Nous sommes dans le terrorisme. Et ce terrorisme qui est entretenu, financé et commandité par les forces de l'extérieur pour continuer à justifier leur présence. N'oubliez pas que c'est lorsqu'il y a le pillage prolifère, là où il y a le désordre. Et nous connaissons des projets que justement, que ce soit Paris et les autres ont, avec les projets qu'ils ont du côté du Sahel, en tout cas dans la zone sahélo-saharienne. Donc nous connaissons les projets qui sont de ce côté-là. Et je pense que nous avons fait, souvenez-vous, une émission là-dessus sur l'OCRS. Et nous avons dit exactement à quoi cela retourne, cette affaire de l'OCRS. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que la seule chose que nous on peut souhaiter, en tout cas que les Africains, les panafricains peuvent souhaiter la France, la meilleure chose qu'on peut lui souhaiter, c'est justement de dégager, de partir. De ramasser ses bagages. De ramasser ses obus, ses chats et tout ce que cela comporte, de s'en aller. C'est tout ce qu'on peut lui demander. C'est tout le mal qu'on puisse peut-être lui souhaiter, il faut dégager tout ça. Parce qu'en fait, dès lors que votre présence ne m'apporte que des problèmes, je ne peux que souhaiter que vous partiez de chez moi. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, Macron donne des injonctions. Il s'ingère même dans la politique interne du Mali en interdisant aux officiels de dialoguer avec ce qu'ils considèrent comme étant les djihadistes. Mais attendez un peu. Mais eux, ils ont besoin, ces gens-là, ce sont des Maliens. Même si pour certains, ceux qui viennent notamment de l'Algérie ont des doubles nationalités, mais la plupart, ce sont des Maliens. Mais comment interdire donc aux Maliens de se parler? C'est quand même paradoxal. Alors que par derrière, entre-temps, l'armée française dialoguait avec le mouvement de libération le mouvement national de libération de l'Azawad. Ils discutaient avec eux, mais ils désinterdisent aux autorités de Bamako de discuter avec le groupe de soutien de l'islam et des musulmans. C'est la question de fond. Parce que lorsque vous voyez Paris bavarder, comme c'est le cas, c'est parce que, en réalité, leur problème, c'est le G5. Le groupe de soutien à l'islam et des musulmans, parce que ce groupe leur a créé leur a donné beaucoup de revers sur le terrain. C'est ça le problème, c'est la question de fond. Donc je pense, et nous savons, Paris sait qu'ils ne peuvent pas résoudre ces questions sur le plan militaire. Il sait que le problème du Sahel a une réponse économique et politique. Ce n'est pas une solution militaire. Et pendant ce temps, il faut quand même dire, hein, Dr Yam, je veux vous laisser la parole parce que vous avez besoin de parler. L'armée malienne, les alliés russes disent eux également qu'ils vont se déployer dans le nord du Mali et aux frontières avec le Burkina Faso. Est-ce la présence russe aujourd'hui qui met carrément Emmanuel Macron et sans oublier le gouvernement français dans tous ces États?
Ça peut expliquer pourquoi l'Italie rechigne à envoyer ses 200 soldats. Voilà. Il est clair qu'après la déculottée qu'il y a eu en Centrafrique, et on prend quand même, on fait plus attention à ce qui pourrait arriver au Mali. Il y a eu quand même une déculottée en Syrie. Il y a là une déculottée en Centrafrique. Et quand même 3 déculottés en quelques années, ça risque de ne pas faire bonne presse. Pour l'histoire française, dans 200 ans, on dira c'était une mauviette. Donc, enfin, je ne sais pas si c'est différent, mais dans tous les cas, il va falloir faire attention. Je vais attirer votre... Tout à l'heure, je chutais, vous disiez, et Anatole ici a repris là-dessus, mais la France va partir dans quelles conditions? Elle ne partira jamais de gré. Mais il y a 2 choses qu'il faut prendre en considération. Que les gens ne vous enfument pas sur les grands éléments de géopolitique, de machin, etc. Les problèmes de fond sont des problèmes économiques. Quel est le budget de la France, de l'État français en 2021? 514 milliards d'euros. Vous pensez qu'un pays qui fait 514 milliards d'euros, avec d'ailleurs un gros déficit de 2500 milliards budgétaire, de 9,4%, c'est-à-dire de pratiquement 50 milliards d'euros, va prendre 1 milliard d'euros pour 5 000. Elle a 66 millions d'habitants, va prendre 1 milliard d'euros pour seulement 5 100. C'est une disproportion en matière de gestion qui ne se justifie pas, sauf si le milliard d'euros est un investissement. C'est un investissement, justement. Ou alors, le milliard d'euros ne vient pas de ce budget. Parce que ça peut être ça. C'est un investissement, le milliard d'euros. Le milliard d'euros, dans tous les cas, c'est un investissement. Mais de 2 choses l'une. Soit il vient de ce budget-là, et donc, c'est un investissement qu'on demande à la collectivité française de supporter, parce qu'il y a des bénéfices attendus. Soit ce milliard d'euros ne vient pas de là. Mais il reste quand même un investissement parce qu'on attend de quelque chose. Ce milliard d'euros ne vient certainement pas de là parce qu'il vient du franc CFA. Et donc, la France partira le jour où il n'y aura plus de franc CFA. La guerre du Mali, c'est une guerre contre la CEDEAO. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une histoire contre le terrorisme. C'est une guerre contre la CEDEAO et c'est une guerre pour le maintien du franc CFA. C'est pour ça que c'est ça que justifie l'attitude de Alassane Ouattara au Ghana. Souvenez-vous quand la CEDEAO s'est réunie, c'est ce qui justifie son attitude. Et donc, parfois, c'est pour ça que je vous ai dit, si on est gentil, on va dire que c'est une annonce électoraliste, mais ce n'est rien de tout ça. C'est une guerre et les états-majors en France, qu'ils soient militaires, du renseignement, du secteur, parmi les hommes d'affaires ou les universitaires, ont très bien compris que ce que le président faisait, c'était de dire à la communauté, d'abord, il a envoyé un certain nombre de messages. Le premier message, c'était de dire à ses amis, ses alliés de l'OTAN, que, attention, nous ne partons pas. On n'a pas dit qu'on s'en va. On ne part pas. On reste là, on va trouver une nouvelle formule, un peu comme on l'a fait avec l'ECO et le franc CFA. A trouvé une formule. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes... Alors, c'est lui qui dit que ne vous inquiétez pas, Gauss. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire ne vous inquiétez pas, je pense à lui. Donc, c'est ce qu'ils leur disent, ne vous inquiétez pas, nous sommes encore là. Premier message. Deuxième message, c'est de dire aux industriels français et aux hommes d'affaires français, nous ne quittons pas le Sahel. Ne vous inquiétez pas, encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais utiliser à profusion cette expression aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Vous continuerez à avoir vos matières premières gratuitement et nous allons nous assurer que les marchés vous restent acquis. Donc vous pouvez toujours écouler vos produits sans risque d'échange, sans risque financier. Et troisième chose, troisième message, c'est de dire aux Africains, nous ne partons pas. Et on a les moyens de financer parce qu'on a le franc CFA. Faites tomber le franc CFA, la France part de l'Afrique. Elle n'aura même pas, elle va même pas tenir un mois en Afrique. Parce que toutes les guerres qui sont là sont financées par le franc CFA. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, à la limite, bon, on peut toujours commencer à se dire, oui, bon, écoutez, il y a les élections l'année prochaine, il faut quand même qu'il abatte ces cartes. Non. Il peut venir dire, oui, il se trouve quand même qu'on est en désaccord total avec Assimi Goïta. Donc, non. Le problème de fond dans cette affaire, c'est qu'il faut tout faire pour que la CEDEAO ne se constitue pas. Il faut tout faire pour que, d'ailleurs, vous avez vu l'action au niveau de la CEMAC. Il ne faut pas du tout que la CEAC se constitue.
ça ne vous paraît pas tout être exactement la même chose? Vous avez l'UEMOA et la CEMAC, qui sont de petites entités francophones à l'intérieur de plus grandes entités qui sont en train de se constituer. Et donc, le jeu de la France va consister à dire, ces petites entités-là, on ne va pas les laisser se fondre, se dissoudre dans ces plus grandes entités, parce que nous n'avons aucun contrôle sur les plus grandes entités. Et par conséquent, nous allons continuer à harceler l'ennemi sur les flancs. Vous allez me dire, oui, notre ennemi numéro 1, c'est le G-SIM avec Ag-Gali. Mais c'est pas vrai. Mais ça ne peut pas être l'ennemi numéro 1. La France ne peut pas avoir pour ennemi numéro 1 un type qui est quelque part sur la planète. C'est pas possible. Et on ne sait pas où il est, c'est Ali. Assez curieux. Comment ils ont d'abord connu son nom? Comment ils savent qu'il existe? Comment ils savent d'abord qu'il existe? Comment la France sait qu'un type comme ça existe? Comment? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Comment est-ce que la France est parvenue à savoir qu'un monsieur comme ça existe? Comment? Et pour quelle raison est-il leur ennemi numéro 1? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a tué trop de Français ou parce qu'il a des secrets français? Pour quelle raison est-ce qu'on cherche à en faire l'ennemi numéro 1? Il faut absolument le capturer, le neutraliser. En langage militaire et en langage politique, quand on dit neutraliser, ça veut dire tuer. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi on cherche à tuer quelqu'un et on le dit à la face du monde? Mais quelle est cette période de l'histoire de l'humanité où un chef d'État peut dire on va tuer quelqu'un et le monde entier regarde et applaudit? Comment un être humain peut-il dire je vais tuer un autre être humain et les gens ne réagissent pas? Je pense que au fond, nous savons quel est le problème, nous savons quelle est la solution. Le milliard d'euros n'est pas financé par le contribuable français, il est financé par la sueur des Africains. Le milliard d'euros, c'est un investissement que la France fait pour espérer des bénéfices beaucoup plus importants. Vous faites, et ce milliard d'euros vient du franc CFA. Vous faites tomber le franc CFA, la France ne peut plus payer ses bases militaires en Afrique, elle ne peut plus payer sa présence en Afrique. Aussi simple que ça. Il y a deux moyens ou trois par lesquels les puissances internationales peuvent financer ce genre de choses. Soit par des mécanismes retors, comme les choses comme le franc CFA, soit par de la contrebande ou très souvent les trafics comme la drogue, la prostitution. C'est connu, c'est pas moi qui le dis. L'Église catholique même a financé sa présence en Afrique à travers les bordels qui existaient en Europe. C'est connu par l'histoire. Donc, il faut savoir que les puissances utilisent ce genre de moyens. Si les Africains veulent que la France parte, ils constituent la CEDEAO envers et contre tout. Et là, ils peuvent s'appuyer sur deux choses. Ils peuvent s'appuyer sur la Russie et la Chine, effectivement, mais dans des négociations solides, sérieuses, rigoureuses. Et ils doivent absolument casser le franc CFA. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Ils doivent créer la CEDEAO, la CEAC, casser le franc CFA, s'appuyer sur deux ou trois partenaires intéressants qui comprennent que l'approche mondialiste n'est pas bonne et que les États, en se constituant, en se stabilisant, cela ramène beaucoup plus de paix au niveau international et cela restaure un climat économique qui permet à tous les pays de s'enrichir normalement. Parce que, comme vous le voyez bien, mais pour que Barkhane soit en France, il faut bien que les industriels français gagnent quelque chose. Si les industriels français et les banquiers français ne gagnent rien, il n'y aurait pas eu Barkhane. Il n'y aurait même pas les bases militaires en Afrique. Donc, messieurs, je pense que nous nous posons beaucoup de questions, mais les réponses sont connues. Mettez fin au franc CFA, constituez la CEAC et la CEDEAO. Et ça vous permettra de casser la présence française au Sahel et de casser la présence française qui essaye de se constituer en RDC et au Rwanda. Voilà le fond du problème et voilà les solutions. Il n'y en a pas 1000. Et pendant ce temps, Albert Anatolia, ici, beaucoup d'Africains ont accueilli cette nouvelle hier comme étant une très bonne nouvelle. Même si nous sommes en train d'analyser la situation pour dire aux Africains aujourd'hui, ne prenez pas ça pour une très bonne nouvelle. La meilleure des choses à faire, c'est que la France ramasse et ses soldats et ses Français, enfin, ses soldats et ses armes et tout ça, ses chars, pour rentrer chez elle. Mais pour bon nombre d'Africains également, Albert Anatolia, ici, les soldats français qui vont quitter donc le Mali, vont quitter le Sahel, vont grossir plutôt les rangs des chômeurs en France. Cela va encore coûter énormément la France, sachant que c'est 514 milliards, hein, il faut le dire comme ça, de budget pour un pays qui dépense 1 milliard d'euros, en tout cas pour financer
ces soldats sur le continent? Non, disons que je ne sais pas comment c'est... comment le commandement français gère ses forces, ses militaires. Je suis certain que ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis. S'il y a pris une opération, vous rentrez au quartier, vous collez le médaille et puis... c'est terminé? Vous terminez. Je crois que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même système du côté de la France, c'est-à-dire qu'ils vont rester militaires, peut-être ils vont être déployés, vous redéployer ailleurs. Mais moi, je ne voudrais pas être enthousiaste. Mais avant tout cela, permettez-moi de revenir un peu en arrière pour un peu m'indigner de la posture de certains éléments qu'on a présentés dans certains médias comme étant les militaires des forces maliennes. C'est-à-dire qui regrettent la décision de l'Élysée de démanteler les forces maliennes. Certains éléments, pas tous. Certains éléments parce qu'ils ont fait parler certains. Vous connaissez quand même que ces gens sont très forts en matière de désinformation. Actuellement, il y a une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux pour dire que le Mali va beaucoup souffrir parce que l'armée russe a décidé de ne pas aller sur le sol malien. Alors, mais Anatole, pardon, triple A, oui. Il ne faut même pas être surpris que de telles vidéos, de telles interviews aient été faites quelque part en France. Voilà. Que ce n'est même pas sur le territoire malien. L'armée malienne aujourd'hui, il peut y avoir quelques brebis galeuses. Mais je crois qu'avec tout ce que les Maliens ont traversé, particulièrement leur armée, il sera quand même difficile que les Maliens puissent accepter, un Malien sérieux puisse accepter qu'une force d'occupation, parce que c'est ça, la nature, c'est une force d'occupation, que cette force d'occupation continue à rester au Mali. Donc ne soyons pas surpris que ce soit des vidéos tournées quelque part dans un sous-sol à Paris, avec de toute manière les tenues maliennes. Si vous venez, prenez garde. Peut-être qu'elles sont importées de France. Voilà. Et donc, c'est pas difficile, bien difficile d'habiller et de trouver un clochard malien là, ou même n'importe quel gars qui est un de leurs agents là-bas à Paris et de l'habiller et de le faire parler. Tout à fait. En mettant les habillages qu'il faut. Voilà, voilà. Bon, alors, disons que, comme je l'ai dit tantôt, oui. Et puis Amiel également l'a d'ailleurs indiqué, il s'agit d'une décision électoraliste. Souvenez-vous que M. Macron n'a pas quand même eu le mandat des parlementaires français pour déployer la force Barkhane au Mali. Et ça fait débat en France. Et ça risque de jaser à la prochaine, lors de la campagne, la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Français vont mourir au Mali? 50 au total, hein. Bon, c'est pas beaucoup. C'est ce qu'ils disent. Moi, je prends le bilan français, ils ont dit que c'est 50 qui sont morts. Au regard des assassinats et des guerres qu'ils organisent et qui tuent des communautés, c'est pas assez. C'est pas assez. Et puis, qui leur a demandé de venir au Mali? Bon, écoutez. Donc, moi, je pense que, de manière fondamentale, comme je l'ai dit tantôt, la solution au Mali, comme dans le Sahel d'une manière générale, elle est économique et politique. Rien de militaire. Ils le savent. Paris le sait. Deuxième chose, le retrait de la force Barkhane, qui est une très bonne chose pour les Africains, nous interpelle en même temps à avoir des armées professionnelles qui sont autonomes, bien formées. C'est important. Parce que, de tout temps, plus de 60 ans après les indépendances, nous allons continuer à solliciter le paternalisme, l'assistanat de l'Hexagone pour régler nos problèmes élémentaires, les plus élémentaires. Je pense que lorsque vous êtes un État, la chose la plus élémentaire à avoir, c'est une armée. Avec ces institutions républicaines. Si vous êtes un pays qui n'a pas une armée, ça veut dire qu'il y a un problème. Et Paris n'a pas envie, n'a aucunement envie que les pays des espaces francophones aient des armées comme le Cameroun. Il en a, comme le Cameroun en a. Ça, il faut s'enorgueillir d'avoir que le Cameroun ait une armée professionnelle. Ça, il faut le dire. Parce que si le Cameroun avait attendu les promesses qui lui ont été faites lors des premières incursions de Boko Haram, je suis sûr qu'on aurait un djihadiste à Itouti. Donc, on n'a pas, justement, le Cameroun n'a pas attendu. Le Cameroun s'est déployé parce que le Cameroun a une armée autonome, professionnelle, bien outillée. Il faut donc que la même chose se passe. C'est-à-dire que dans le cadre de la coopération, soit multilatérale ou bilatérale de ces États-là, que leurs officiers n'aillent plus à Saint-Cyr, qui est devenu une école obsolète en matière de formation militaire. Il faut chercher d'autres partenaires, la Chine, la Russie, Israël, entre autres, les États-Unis, pourquoi pas.
Là, vous avez donc une armée qui est autonome, professionnelle. Rappelez-vous du cas centrafricain. C'est une parenthèse. Au moment où les autorités centrafricaines sollicitaient la levée de l'embargo sur les armes pour lutter contre les rebelles. Les rebelles. D'abord, ce n'est pas des terroristes, d'abord, c'est les rebelles. Quelle est la solution que Paris a suggérée? Non, il faut plutôt renforcer la MINUSCA, voilà. Il faut renforcer plutôt la MINUSCA pendant que la Russie demandait plutôt justement la levée de l'embargo pour permettre à l'armée centrafricaine d'avoir des armes appropriées qui pouvaient apporter une réponse appropriée justement à la menace. Vous voyez donc les ambiguïtés, c'est-à-dire que pendant que Paris ne veut pas l'autonomie, Paris n'est pas là pour nous donner de l'autonomie. Et si Paris était là pour l'or malien, vous vous rappelez quand même que sur ce plateau... Tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai dit tantôt que nous avons vu sur ce plateau des soldats français qui avaient été arrêtés justement à l'aéroport avec des cartons remplis. Les médias mainstream ont démenti l'information. Non, ben vous savez, mais les médias cette information fait le tour du monde. Les médias mainstream, ils ont démenti comme à leur habitude cette information. Mais écoute, tout à l'heure, je l'ai dit que nous avons vu au Mali des ingénieurs en treillis. Dans les gisements, n'est-ce pas, d'or, en train de creuser, en train d'exploiter l'or malien. Je crois que ces images nous venaient du Mali, nulle part, ça a été envoyé par des Maliens. Pas des Maliens. Et puis c'est une évidence. Donc je pense qu'aujourd'hui, de manière fondamentale, il faut que, déjà, pour qu'on ait une autonomie, il faut qu'il y ait une sorte d'autonomie au niveau de nos entités régionales, sous-régionales que vous l'avez tantôt énuméré, mais sauf que lorsque l'opinion locale de la CEDEAO, qui est considérée par beaucoup d'autres Africains comme un syndicat d'anciens chefs d'État, lorsque vous avez ces deux éléments comme M. Ouattara ou bien Macky Sall, ça pose un problème. Vous avez également Fonia Singbe qui travaille pour la France. Ça pose un problème. Donc je pense qu'on ne peut pas fonctionner lorsque vous avez les gens comme ceux-là qui roulent pour le compte et pour les intérêts de Paris. Il faut absolument les mettre de côté et mettre en place une nouvelle génération qui a une autre vision de cette affaire-là. Et qui c'est-à-dire la vision de l'autonomie. De l'autonomie et surtout de l'indépendance, de la liberté, n'est-ce pas, de nos populations. Dans le contexte, n'est-ce pas, de la sous-région Afrique centrale, CEMAC, bon, c'est pas très visible, mais sauf que nous avons également là-dedans quelques individus dont le rôle n'est pas, la position n'est pas très claire. Elle est un peu ambiguë. Je parle de Sassou Nguesso, qui a des acquaintances très connus avec l'Élysée. Donc, ça pose également un point. Vous avez l'autre qui assure actuellement la présidence, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Je parle de Tshisekedi. Nous avons également un autre problème. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est donc important que les universitaires, les hommes politiques, la société civile, prennent à bas le corps ces problèmes et non les problèmes périphériques, c'est-à-dire les problèmes de droits de l'homme qui nous enfument, qui nous polluent tout le temps l'espace politique et public. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons des problèmes de fond, c'est des questions de souveraineté. Et il faut que, lorsque vous êtes dans les questions de souveraineté, un individu, fut-il président de la République d'un État étranger, n'a pas à s'ingérer dans vos affaires. Parce que lorsque vous suivez les éléments de langage de M. Macron, eh bien, il donne pratiquement des injonctions. Qui est-il d'ailleurs tout à l'heure? À quel titre? Il fait d'ailleurs une conférence de presse du côté de l'Élysée. Il n'est pas d'accord avec la position de la CEDEAO qui a adoubé pratiquement justement la transition militaire malienne. Qui est-il? À quel titre? Il est africain, il n'est pas africain. Il est malien non plus. Il est quoi? Il est nigérian du tout. Bon, moi je pense que de ce point de vue, il est très mal placé pour s'occuper de cette question-là. Parce que, comme vous le savez, Paris doit sa survie économique et politique à l'ingérence et surtout au désordre qu'il fait sur le continent africain. Et mesdames, messieurs, comme on vous l'a promis au début de cette émission, c'est vous qui avez la parole au cours de cette matinée. Afrique France, Macron annonce la fin de l'opération Barkhane. Que cache cette décision? Vous également à la maison, vous avez le droit de donner votre avis. Le standard est donc ouvert. Vous pouvez nous appeler, exceptionnellement d'ailleurs pour ce vendredi. Vous avez le droit de nous appeler pour participer à cette édition et surtout pour nous donner votre avis. D'ailleurs, les messages, il y en a beaucoup ce matin. Vous également pouvez nous appeler, pas les messages, pour également nous appeler et nous allons prendre justement vos appels.
Good morning DBS, ce matin, your program is so educative. Thank you very much. Cette personne n'a pas laissé son nom. Au téléphone, ça commence à sonner. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On a quelques petits problèmes avec cet appelant. Je ne sais pas si la réalisation nous suit ce matin. Allô, bonjour. Des petits problèmes, mais on va revenir avec cet appelant. On espère que la réalisation pourra résoudre ce problème aussi rapidement que possible parce que ils sont nombreux, les Africains qui veulent nous appeler. Là encore, ça sonne. Allô, allô, bonjour. Allô, bonjour. J'espère que la réalisation est en train de trouver des voies et moyens pour avoir tous ces appelants qui sont en train de se bousculer d'ailleurs au standard pour nous appeler. Ça va être compliqué d'ailleurs ce matin si nous n'avons pas à les avoir parce que ça va être très compliqué. J'espère qu'à la réalisation, on pourra trouver des voies et moyens pour cela. Continuons d'ailleurs à lire les messages des uns et des autres en espérant que la réalisation nous donne le OK. Bonjour Monsieur Ngos, je vous suis depuis le Mali pour... ma part, la force Barkhane, seule, toute nationalité française y compris, nos frères nationalisés. Je n'ai rien compris de ce que ça signifie. J'espère que la personne va mieux écrire la prochaine fois pour nous dire concrètement ce que ça signifie. Ça se bouscule au standard, jusqu'à preuve de contraire. J'espère qu'à la réalisation, on pourra nous dire ce qui se passe, parce que là, on a de gros problèmes. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bon, je vais déconnecter et reconnecter pour savoir si ça pourrait marcher. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Jusque-là, on a toujours des petits problèmes. Pendant ce temps, le standard est en train d'exploser. C'est un gros problème d'ailleurs. Le standard explose en ce moment-ci. C'est un gros problème que nous avons, messieurs. Il faudrait que la réaction résolve en tout cas ce problème aussi rapidement que possible. Nous avons un gros problème avec les fils et surtout pour pouvoir recevoir les coups de fil de nos téléspectateurs. Bonjour, la France va devoir apprendre à faire face à ses responsabilités. A-t-elle le choix? Elle est contrainte de s'en aller, mais en roublard, ils vont laisser un remplaçant pire que Macron et ses gens sont plus à redouter car ils feront pire pour passer pour indispensables, si bien que certains regretteront leur départ. La guerre contre la France prend une autre forme. Restons à l'écoute et attendons de voir. C'est Ewoni Cyril qui nous a appelé et qui nous a écrit d'ailleurs depuis Douala au Cameroun ce matin. On va prendre vos appels, mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, on est en train de résoudre le problème. France is a terrorist, so how can they fight terrorism? William from Ghana. Thank you, William from Ghana. This morning. Nous allons prendre un autre bonjour d'IBS ce matin. Il y a toute l'équipe en place concernant les propos d'Emmanuel Macron sur la signature de l'acte de décès de l'opération Barkhane. Cela explique simplement que, visiblement et officiellement, les forces françaises seront retirées, mais agiront toujours dans le noir et de manière officieuse. Une politique de je pars pour éviter les soupçons. Alphonse Ballet de Mokolo, extrême nord Cameroun. Et bien sûr, c'est dans le septentrion. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Toujours des problèmes, je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion ce matin. Pourtant, ils sont nombreux à nous appeler. Là encore, on ne peut pas les avoir. J'espère qu'on va retrouver trouver la solution. Bonjour Monsieur Stimgo, c'est un grand bonjour à tous les invités de ce matin, de DBS Matin. Aujourd'hui, vous avez été tous superbes sur les interventions par rapport à ce thème du contrôle global. Je demanderai à Monsieur Steve, au directeur de programme de la DBS, si cela est possible d'ajouter quelques heures pour ton programme, pour une meilleure observation. Merci. Vous savez, si on passe notre temps à dire qu'on va avoir le temps, ça va être vraiment compliqué. Au téléphone, bonjour. Toujours des petits problèmes, il faut le dire comme ça. On est en train de trouver des solutions, mesdames, messieurs. Elles sont nombreuses, les personnes qui veulent appeler. Et justement, c'est pour cela que nous voulons que vous nous appeliez ce matin pour donner votre avis. Que pensez-vous justement de cette réaction? On aura le temps d'en parler et surtout de trouver des solutions
à ce sujet. Du côté, en tout cas, de Facebook, là, il y a Joey Dent qui nous dit que leur plan, c'est d'asphyxier les Maliens comme ils ont fait avec le Zimbabwe. Serge Crispo et Mohamed Bella dit bravo mon grand. Pendant ce temps, eh bien, quelqu'un d'autre parle toujours de ce problème. Papi Stiné dit mais aussi il faut que l'armée nigériane soit plus engagée sur le terrain. Merci également à vous, Papi Stiné, de nous avoir écrit ce matin. Oui, là on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie pour l'audience que vous nous permettez de pouvoir accéder. Merci aux panélistes qui sont avec vous. Alors, moi, je voudrais donc faire un petit point par rapport à cette décision de M. Macron. Évidemment, vous savez très bien que la France, quand elle enlève sa main quelque part dans une fourmilière, elle crée une autre fourmilière. Et donc, cette opération Barkhane ne sera pas très loin, elle sera juste au pôle antiterroriste qui viennent d'ouvrir en Côte d'Ivoire. Donc, la sous-région ne sera jamais stable parce que s'ils perdent un pion, ils en remettront ailleurs. Donc, le centre antiterroriste qui a été ouvert en Côte d'Ivoire, ce sera le bastion qui permettra de déstabiliser tous les pouvoirs qui ne feront pas allégeance à la France. Donc, on sait que Alassane Ouattara, c'est vraiment le diable incarné et donc le nègre de la maison par excellence. Donc, lui, il mettra tout en ayant nommé, par exemple, Kandia Camara aux affaires étrangères. On est sûr que tous les ambassadeurs qui seront nommés dans la sous-région feront de sorte que la déstabilisation soit en cours ou les empoisonnements. Étant donné qu'il a donné il a mis sa main à couper que l'écho sera mis en place et que le président du Nigeria ne veut pas. Cette nomination de Kandia Camara, qui est la main empoisonneuse d'Alassane Ouattara, vous pouvez être sûr que ce président et tous les présidents qui diront non à l'écho, eh bien, qu'ils fassent de sorte de jamais rencontrer cette dame parce que les maladies vont se suivre. Je vous remercie en tout cas et je vous remercie vraiment d'IBS pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelés ce matin. Toujours, ça se bouscule, toujours au standard. Allô? Allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Baba. Baba nous appelle de quel pays? Oui, de Londres. De Londres, on vous écoute. Voilà. Je suis très plateau que vous avez ouvert vraiment au panafricanisme de s'exprimer sur les sujets brûlants de notre continent. Alors moi, mon intervention, c'est la situation est grave. Dans le sens que si cette décision de la France, de Macron, nous tombe dessus comme ça, alors que vraiment le pays est en état d'urgence et que le pays est vraiment menacé de toutes parts par les djihadistes, moi je demande au chef d'État de la CEDEAO de convoquer une réunion d'urgence, voyez-vous, pour s'adapter à la situation. Ils doivent immédiatement suspendre ils doivent réviser la suspension contre le Mali, puisque la situation demande à ce que on revoie, on révise l'armée africaine à la situation. Parce qu'on ne peut pas laisser le terrain vide. Si la France part, c'est là qu'ils sont interpellés pour le continent. Voilà que Kwame Nkrumah, il avait raison quand il appelait l'unité africaine. Puisque quand les autres partent, il ne faut pas qu'on continue à pleurnicher. S'il vous plaît, ne partez pas, ne vous laissez pas seuls. On doit être capables nous-mêmes de prendre notre destinée en main. Alors, je demande à la CEDEAO d'annuler la suspension vraiment du Mali et de s'adapter. Tous les états-majors de la CEDEAO devraient provoquer une réunion d'urgence. On doit redéployer l'armée vraiment de la sous-région sur le territoire. Ça, c'est un. De deux, moi, je pense que si Macron devait prendre cette décision, il devrait consulter
régime en place. Parce que c'est une décision unilatérale. Ça, c'est dans les conventions militaires, la coopération qu'on a eue avec la France. Ils n'ont même pas eu à consulter nos dirigeants, le président, quel qu'il soit, de transition. Je pense qu'ils ont appris la même décision de Macron à travers les médias. Il les a pris à courte et vraiment à la volée comme ça. Une décision de telle sorte, coopération entre les pays ne devrait pas être comme ça à la télé par Macron. Il devrait au moins avoir une réunion d'urgence avec Assimi Goïta pour lui faire part de sa décision. Mais alors là, on doit prendre notre sort en main et vraiment nous adapter à la situation. Je pense que c'est la priorité des priorités qu'on doit faire. Et j'appelle à tous les chefs d'État de l'Ouest et même de toute l'Afrique. Et voilà, vous, votre contribution que nous apprécions beaucoup. À partir du Cameroun, le Mali ne va jamais oublier votre participation. En 2090, nos alliés, tous ceux qui ont eu à se battre pour vraiment notre continent. Et le Cameroun, je pense que cette télévision, vraiment, vous êtes rentré dans l'histoire. Alors, l'heure est à l'unification. L'heure est actuellement vraiment à la sérénité. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Et on doit déployer incessamment, parce que les djihadistes sont en train de se préparer sûrement, parce que la situation géopolitique fait qu'eux aussi, ils s'organisent de leur côté. Je demande à ce que vraiment cette situation soit prise par les Africains eux-mêmes. Merci. Et la coopération avec la France, si Poutine il est d'accord de nous assister, et ce serait sur une base claire. Et vraiment, les décisions doivent être prises dans les deux côtés et sans vraiment ambiguïté dans le futur. Mais pour le moment, vous avez beaucoup d'auditeurs qui veulent rentrer. Merci à vous, Baba. Merci à vous, Baba, de nous avoir appelé ce matin. On a pris en tout cas en compte tout ce que vous nous avez dit. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous allons prendre un autre rapidement, puisque celui-là s'en est allé. Bonjour DBS TV, vive l'Afrique, l'Afrique toujours qui gagne. Merci également à vous de nous avoir appelés ce matin et surtout de nous avoir écrit. Le standard reste et demeure ouvert pour vous qui voulez nous appeler justement. C'est votre droit de nous appeler, donner votre avis pour comprendre vous-même, vous nous donner votre avis sur la décision d'Emmanuel Macron qui annonce en tout cas le retrait des soldats Barkhane. Bonjour, j'aimerais bien informer que selon France 24, Macron et certains de ses conseillers ont déclaré qu'ils préfèrent laisser ces colonels plus prompts à faire des coups d'État que de s'occuper de leur population face à leurs responsabilités et que c'est la principale raison de leur départ. C'est Adawana Emana à Yaoundé au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Richard de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, on vous écoute. Allô, on vous écoute. Bon, ce téléspectateur également s'en est allé. Nous allons prendre un autre rapidement au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Toujours quelques petits problèmes avec le standard, on ne sait pas ce qui se passe. On espère les avoir tous, nos téléspectateurs ce matin. Allô, bonjour. Là encore des problèmes à les avoir. On va continuer justement à lire certains messages. Bonjour le plateau, c'est Djibril du Bénin. Nous savons qu'il est difficile de sevrer un bébé. La France a du mal à quitter l'Afrique parce que c'est l'Afrique qui nourrit la France économiquement et militairement. Un pays qui se dit militairement fort et puissant, mais qui est incapable de protéger ses propres présidents, qui se font entériner, enfariner et se font gifler en public. Ce n'est pas ce pays qui pourra venir jouer les gendarmes sur nous en Afrique. Que la France nous laisse gérer nos problèmes à notre manière africaine et qu'elle reste loin de nous. Merci et bon début de week-end à vous. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Bénin ce matin.
Notre téléspectateur qui nous envoie des vidéos, vous pouvez nous appeler, hein, le standard reste demeure ouvert. Bonjour Steve, un grand bonjour à vos excellents panélistes et aux téléspectateurs qui ne nous dit pas que c'est une manigance de la part de la France. Qu'est-ce qui se cache derrière ce départ? Moi, je ne vois pas ça comme ça, un départ réel. Je vois plutôt une autre chose qui se cache derrière cela. Je crois que c'est encore la diversion. La France cherche encore à nous divertir puisque nous sommes en train de débattre sur des questions qui touchent réellement l'humanité, qui touchent réellement les agissements des Français en Afrique. Donc, il faut que Dibia reste focus sur cet axe. Bonne journée à vous. C'est Pauline qui nous a écrit, mais elle ne nous dit pas où elle nous a écrit ce matin. Bonjour Dibiès, l'Afrique sera libérée et se développera quand les problèmes africains auront uniquement des solutions africaines. C'est Adamou Mama depuis le Niger. D'accord, Mama Amadou. Mama Adamou depuis le Niger. Bien alors Adamou Maman depuis le Niger. Bonjour le panel Steve, je vous assure que la France ne va pas quitter le Mali jamais. Le président Macron sait que le président de transition malien ne le gère pas. Steve, ne voyez-vous pas que Paris n'a pas de moyens pour assurer la sécurité au Sahel car leurs propres terroristes sont devenus incontrôlables? Steve, qui finance les djihadistes? Pourquoi les appelle-t-on djihadistes? Steve, en 6 mois, la Russie a lavé la rébellion en République centrafricaine dont le jeu trouble de la France est connu par tous et quelques jours seulement, vous verrez la fin de la France. Ignacio Renaud qui nous écrit depuis Ndokbon, ici même à Douala ce matin. Salut Steve, salut à nos brillants panélistes, que Dieu et les mains de nos ancêtres vous protègent. Je demande aux Africains, en général aux Maliens en particulier, de ne pas se prêter à ce jeu de distraction. Le Mali doit tout faire pour signer un accord de défense avec la Russie. Pourquoi pas installer une base militaire russe au Mali? La zone des 3 frontières doit être sécurisée. Macron et la France, c'est terminé en Afrique. En tant qu'Africain, un chef qui est giflé en public en dit long sur son destin. C'est Achille qui nous écrit depuis Cotonou au Bénin ce matin. Bonjour mes boss, l'Afrique ce n'est pas une préfecture de la France dont le petit Macron et ses troupes n'ont qu'à dégager sur le territoire africain. C'est Bogard qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Bonjour Dibier, je souhaite avec joie le bon voyage aux soldats français. Apparemment la gifle a donné quelques leçons. Nous ne voulons pas des soldats français partout dans les pays africains. Cette personne ne nous a pas dit dans quel pays il nous a écrit ce matin. Le standard reste et demeure ouvert. Au téléphone ça continue de sonner. Allô, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur. Hein. Baissez le volume de votre téléviseur pour nous avoir facilement. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle Dassagate Gilles, du Bénin. Docteur Gaïté, on vous écoute. Quelques petits problèmes. Bénin. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour Steve. Bonjour. Bonjour tout le panel. Je suis très content d'accéder à votre chaîne DBS TV. Merci pour tout ce que vous faites l'Afrique au nom des membres de nos ancêtres. Vous savez, la France a été vécue, elle a été neutralisée. La France n'a plus une force pour vivre. On vous écoute. Ça vient de... On a des problèmes de connexion. Le président Banakani, que je ne vois pas là, On a quelques petits problèmes de connexion avec nous appelant ce matin. Hein. Toujours des problèmes de réseau sur le continent africain. On espère justement que les uns et les autres vont pouvoir justement nous appeler. Bonjour Dibia, je suis très content de l'éducation que vous me donnez chaque matin. Bref, pour moi, si nous sortons tous du franc CFA, la France n'a pas 2 jours pour quitter le sol africain. Moi, c'est Bimba Lon Kilama depuis Douala. Toujours au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Samba Florent depuis l'Allemagne. Donc, thématique très intéressante comme toujours. Alors, par rapport à ce qui se passe au Mali, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis, il faut surtout voir la visite de M. Sarkozy actuellement en Côte d'Ivoire avec les Drian. Donc, je pense que c'est pas anodin leur visite par rapport à la secrétaire qui est leur
de monter Toujours des problèmes de connexion. On est vraiment à féliciter parce qu'on... On a de gros problèmes de connexion avec nos téléspectateurs ce matin. J'espère seulement que ça va aller parce que là, ça commence à faire beaucoup pour une seule matinée. C'est déjà beaucoup. On va continuer à lire les messages. Bonjour Dibier, je suis particulièrement content avec votre approche de l'actualité. Nous, Sahéliens, n'avons pas besoin d'une force tutélaire pour notre défense. Notre force réside dans nos peuples qui ont, dès les années 1800, opposé une farouche résistance à la cruelle colonisation. En tant que Nigériens, nous exigeons que toutes les forces impérialistes occidentales quittent notre espace. Nous appelons le peuple nigérien et sa jeunesse à se mobiliser partout pour faire échec au régime de la France-Afrique et rendre nos pays libres de toute attache avec un soi-disant maître. Le Sahel aux Sahéliens, Saïdou Daouré de Maradi au Niger qui nous a écrit ce matin. Au téléphone, bonjour. Bonjour Steve, c'est Moto à l'appareil. Moto depuis la Suisse, on vous écoute. Oui. Très bonne thématique comme d'habitude. Hier, il y avait une émission très intéressante que tu as faite concernant le financement des banques, le FMI et l'ONU en fait. On a parlé dans des 13 familles et moi j'ai donc retenu principalement que c'est un groupuscule de personnes qui ont fondé leur économie sur la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont remplis les poches en créant l'insécurité un peu partout dans le monde, que ce soit au niveau militaire ou même au niveau financier. La France faisant donc partie de ce groupe, je pense que si on applique un peu de logique, hein, le docteur Bellec, il faut se... Sérieux problème de connexion, messieurs, de sérieux problème de connexion. On ne sait pas justement où est passée la connexion ce matin. Toujours avec nos téléspectateurs, c'est le grand problème. Bonjour Monsieur Ngos, ainsi que les panélistes, c'est la France et ces bandes de terroristes qui tuent et massacrent au Burkina Faso. Et Yves Le Drian dit qu'il va venir au Burkina Faso. La France, pompier, pyromane. Merci à vous également de nous avoir équipés. Bonjour Monsieur Ngos, quel est le numéro d'appel? C'est celui qui est en bas de l'écran. Oui, c'est celui qui est en bas de l'écran, comme vous le voyez d'ailleurs ce matin. Ne vous inquiétez pas besoin de me poser la question. Vous me posez la question, vous répondez. Bonjour Didier ce matin, merci pour ces éclaircissements que vous apportez. La France sait qu'elle est démasquée aujourd'hui. Elle a peur de l'avenir du monde qui va se jouer en Afrique sans la France. Eric Magadji, votre suiveur depuis le château d'eau du 237. Merci à vous. Bon d'accord, château d'eau 237. Bon, c'est au Cameroun, mais quel château d'eau? Allez savoir. Les châteaux d'eau, il y en a partout. Hein. Bonjour mon Dibiès. Eneo m'a mise au banc de tous depuis 2 jours. Bonjour aux panélistes, heureuse de vous retrouver ce matin. L'Afrique est l'oxygène de l'Europe en général. France en particulier étant donc dans un état économique critique, elle ne peut pas respirer sans elle. Conclusion, elle ne peut pas partir d'elle-même. Il faut que l'Afrique appuie ses leviers. Cathy de Yaoundé, merci et bon début de week-end. Merci à vous également et bon début de week-end. On va essayer encore un autre appelant. Allô, bonjour. Allô, monsieur Boss, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Gaël de Douala. On vous écoute. Baissez le volume de votre téléviseur. Baissez le volume de votre téléviseur. Ok, vraiment, je suis scandalisé déjà par la façon dont il prend. Allô, monsieur? On vous écoute. Vous êtes avec nous. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Ngos. J'ai dit bonjour déjà à vos panélistes. Et principe de l'équipe A et le docteur, le fait de leur encore de temps en temps venir l'information par rapport à l'éveil de ma fille. Déjà, par rapport, ça me fait tellement mal.
Voyez-vous un président, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux comment on l'a ajouté Emmanuel. Vous voyez à quel niveau c'est un président qui ne sert à rien. Il est simplement là, même son propre peuple lui dépousse. Je ne sais pas si vous avez vu récemment la façon dont un des choses n'a pas dit ça. Donc, vous voyez, la possibilité même déjà, même chez lui, même il y a longtemps. Combien de fois en Afrique. Donc, l'Afrique devrait se réveiller. Moi, je suis un grand fan de votre émission. Et je ne sais pas comment faire pour entrer dans le groupe. Donc, c'est un peu ça ma modeste contribution. Merci. Merci à vous de nous avoir également appelés ce matin. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous sommes en train de créer notre groupe WhatsApp qui vous permettra justement de débattre et surtout d'en parler. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout ira pour le mieux. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Monsieur Siva. Bonjour. Ouais, comment est-ce qu'on vous appelle? De gros problèmes de réseau, ça il faut le dire, hein. C'est des gros problèmes de réseau ce matin. Dès que quelqu'un se connecte, ça commence à créer des problèmes. Welcome Mr. Ngos and all the panelists. I am so proud to give my opinions today. La France a pitié et régné pendant longtemps sur cette partie de l'Afrique, mais grâce à vous et votre travail de sensibilisation et conscientisation, nous nous réveillons. Merci beaucoup de hisser le drapeau africain haut, aussi haut, and God bless you too. You don't let me name, mais je pense que c'est quelqu'un qui nous écrit, c'est Junior de BK12 ce matin. Toujours des appels. Bonjour DBS TV, je suis Sekoumba depuis le Mali. C'est avec une joie immense que nous accueillons cette décision de la France. Cette guerre au Mali est entretenue par la France depuis leur arrivée. Nous savons aujourd'hui que l'ennemi au centre et au nord du Mali ne parle d'aucune langue nationale du Mali et pourtant il se réclame en malien que cette force d'occupation s'en aille avec toute sa marmaille. C'est quelqu'un qui nous a écrit depuis le Mali, c'est Sekoumba, depuis le Mali ce matin. Bonjour Dibier, ce matin, je pense que c'est un ouf de soulagement pour le Mali et pour toute la région du Sahel. Cependant, le Mali et les autres forces de la région doivent prendre leurs responsabilités pour finir définitivement avec les Français. Que dis-je, les terroristes, ça va être dur, mais nous y arriverons. C'est Yao Marcelin Amouzoun depuis Cotonou. Merci à vous également de nous avoir écrit. Bonjour, good morning Steve. The departure of Barkhane is not yet a victory, but a pathway to move towards victory. Malians and other African countries shouldn't be distracted by this departure, but rather upgrade their military security. And African countries should not suspend Mali for its proof that the Pan-African fight isn't yet properly pioneer. It's time to support Mali. I see a blood-free revolution being born that rebirth Africa. Apostle Nelson Achou from Bonnaberry. Justement. Fidèle téléspectateur lui également, l'apôtre Nelson Achou, fidèle téléspectateur de DBS Matin. Au téléphone toujours, bonjour. Allô, oui, bonjour Steve. Oui, bonjour Steve, c'est toujours Moto. On a des problèmes de connexion, ne vous inquiétez surtout pas, allons-y. Oui, je pense le téléphone a le Covid peut-être. Non, vous savez... Allons-y, on vous écoute. Voilà, donc moi je voulais juste poursuivre mon développement en disant que il faut peut-être se demander la raison, par exemple, pour laquelle, comment se fait-il que si moi je suis entrepreneur, je vais aller investir dans un pays ou dans une zone en guerre. Parce que en allant du Mali jusqu'en Centrafrique, c'est des zones peuplées, on va dire, de terroristes et tout ça. Mais comment se fait-il, par exemple, que Bolloré continue à y rester? S'il y reste, ça veut dire qu'il y a des enjeux économiques qui lui permettent de prospérer. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs entreprises françaises, américaines, etc. Donc pour moi, le fait même de dire que voilà, nous allons enlever nos forces, Barkhane, etc., ça veut tout simplement dire que bon voilà, nous allons activer notre réseau de barbouzes ou nos réseaux de lieutenants terroristes pour réactiver encore ce terrorisme, ou réactiver justement l'insécurité, afin de garantir en fait la prospérité de nos multinationales, parce qu'elles ne vivent que de ça.
Hier, je faisais donc allusion, par exemple, aux 13 familles. Hein. À la thématique d'hier, on a vu que la prospérité vient de la théorie du chaos. Ce sont des groupuscules qui ont formé leur économie sur la guerre, sur l'insécurité. Et ils vont toujours fonctionner comme ça. La paix leur vide les poches, mais l'insécurité leur remplit les comptes en banque. Donc, pour moi, il ne faut même rien attendre de toutes ces déclarations-là. C'est juste de la fumée. Ils vont y rester parce que c'est aussi leur suivi économique qui est en jeu. Ils ne peuvent pas partir comme ça, sauf si on les chasse. Voilà. Donc, je vais laisser la place aux autres téléspectateurs. Je salue le Dr Yam et Triple A. Bonne journée, M. Ngos. Bonjour à vous également, et bonne journée à vous également, Moto, qui nous appelait depuis la Suisse. On reste au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Jules Anderson. Oui, on vous suit. Sur le plateau. Oui. Je salue Dr Yam, je salue Triple E. La thématique de ce matin, elle est très importante et puis surtout pour les Africains. Mais à mon avis, je ne sais pas pourquoi, surtout les pays noirs ont tellement peur de la France. La France n'est rien. C'est Dr Yam qui fait souvent le signe de la main que la France est comme ça, l'Afrique c'est comme ça. Donc, la France est très petite par rapport à l'Afrique ou bien aux pays noirs africains. La France, ce n'est pas parce que peut-être ils ont le matériel. L'union fait la force. Si le peuple, comme le peuple se lève souvent là, il se dirige vers ce côté, peut-être loin des villages, mais si c'est très proche, quand ils vont voir peut-être la population approcher, je vous assure que ces gens-là partiront. Ils vont commencer à partir. Il y a une deuxième chose. Si la France ne veut pas partir, on commence à attaquer tous les intérêts français. Ils vont commencer à replier. Parce que, et peut-être comment l'Algérie a pu s'échapper de la France. Ils ont commencé à tuer les Français là-bas chez eux. Parce jusqu'au bébé. Dès qu'on entendait seulement que l'enfant là est né d'un Français, on l'abat. Ils ont fui la France. Alors, l'homme blanc, en général, le peuple européen est très sauvage, barbare. Et nous, en Afrique, nous ne sommes pas, on ne nous a pas appris ça. Vraiment, Dieu vient de l'Afrique, comme on dit. Ici, aux États-Unis, si vous voyez comment les policiers blancs, d'abord, ils sont formatés pour ça. Avec les Noirs, ici, il n'y a pas d'épicier. Merci à vous également de nous avoir appelé ce matin. On va prendre un autre appelant rapidement au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gauss. Bonjour, monsieur Gauss. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, pour commencer, ce que je... Oui, ça va bien. Pour commencer, je vais remercier votre télévision qui vient d'épauler Afrimédia aussi. Maintenant, les deux, nous sommes, si c'est deux comme ça, nous sommes bien partis, l'Afrique est bien partie. Mais je sais que je vois que la libération de l'Afrique a commencé déjà par la Centrafrique. Et le Mali est en train d'apporter le pas. Je pense que la nouvelle génération va nous sauver. Non, va nous sauver. Maintenant, quand je finis de dire ça, c'est aucun Français au Mali, sur le sol malien, aucun Français. Ils n'ont qu'à tous plier les bagages et puis partir. Macron n'est qu'à partir. Avec tous ces équipes-là, ils n'ont qu'à partir. Nous n'avons plus besoin des soldats français sur notre sol. Nous avons besoin de la Russie. Et quand je dis ça, je finis de dire ça, vous allez m'excuser, je vais parler un peu de mon pays aussi, parce que je suis là. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Alors, je dis, Asiaka Djabi, il ne connaît pas Djoko, il ne connaît pas Pleu, il ne connaît pas ces pays, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas président des victimes. Il n'est pas président des victimes.
pense que Moto a peut-être raison, hein, le téléphone a un gros Covid-19, hein. On a l'impression. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Yalo Mamad du côté de Luanda. De Luanda, on vous écoute. Bonjour Steve, bonjour à tout ton panel, un bonjour particulier à vos deux invités. Soit nous sommes sabotés ce matin, soit il y a un gros problème. Messieurs, je vais arrêter de prendre les appels. On est à 9h14, heure d'Afrique centrale. Permettez-moi de lire encore 2 ou 3 messages de nos téléspectateurs et on va se séparer. Bonjour DBS, c'est Latifou Moula depuis Sokodi au Togo. Courage à vous tous. Nous, Africains, devons nous réveiller et rester éveillés. L'idée selon laquelle les militaires n'ont qu'à rester hors de la politique de leur pays vient de la France. Et les Africains le répètent comme des idiots d'esclaves. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Un pays ne peut jamais et au grand jamais acquérir sa souveraineté par le dialogue. On arrache sa souveraineté et c'est un militaire qui peut avoir cette capacité. Un civil ne peut pas le faire. Le Cuba par Castro, la Libye par Kadhafi, l'Angola par Dos Santos, le Mozambique par Samora Machel, le Zimbabwe par Mugabe, le Rwanda par Kagame, l'Égypte par Abdel Nasser et Tessera. Tous sont presque des soldats eux-mêmes. Les pays européens et occidentaux ont tous été redressés et démocratisés par des soldats. Merci à vous également de nous avoir écrit. Latifou Mola depuis Sokode au Togo. C'est son opinion, hein, Dr Yamin Timba. Un dernier message et puis nous allons nous séparer. Bonjour le plateau, Étienne Carlos du Bénin. Je demande au peuple malien d'être désormais très vigilant car c'est maintenant que la France mettra en marche son plan diabolique pour déstabiliser toute la région. Merci à vous également, Étienne Carlos depuis le Bénin. Un message, bonjour à tous les Français bonjour à tous. Les Français veulent quitter le Mali parce que ils sont en train de chercher la place au nord du Burkina Faso. L'autre jour, ils ont frappé la ville de Mbouna. En Côte d'Ivoire, la ville de Mbouna se trouve à 35 km du Ghana et à 89 km du Burkina Faso. Je me tourne vers vous en quelques 3 minutes pour sortir justement de cette édition de DBS Matin. Dr Yamtima, plusieurs d'ailleurs de nos téléspectateurs ont appelé, ils parlaient d'un recoupement avec les chefs d'État de la CEDEAO. Ils doivent reviser leur suspension sur le Mali, prendre également leur destin à main et arrêter de pleurnicher en pensant que la France va leur apporter le bonheur. Bah écoutez, personne ne peut faire votre bonheur si ce n'est vous-même. Oui. Et donc, il faudrait que les Africains de l'Ouest, de manière générale, sachent exactement qu'est-ce qui va faire leur bonheur et je pense qu'ils commencent à le savoir. C'est pour ça que c'est quand même une attitude contradictoire. Vous suspendez le pays, vous sanctionnez le pays, mais vous adoubez le président de la transition. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais je crois que c'est un jeu. Est-ce que les présidents de la CEDEAO sont en train de comprendre finalement? Je crois qu'ils ont compris depuis toujours. Le problème, ce sont les compromissions des uns et de certains. Oui. Les compromissions de certains et parfois, à un moment donné, le fait que les gens veulent prendre du recul pour bien analyser une situation aussi dramatique que celle-là qui se produit et dont il faut tirer les bonnes leçons et prendre les décisions qui sont les plus pertinentes. Je crois que on ne va pas attendre que toute la CEDEAO se constitue en État ou en Union. Il faudrait que les États qui sont prêts et volontaires commencent. Il y a dans cette zone un certain nombre d'États. Je crois qu'il y a 8 États de l'UEMOA et il y en a 7 qui ne sont pas de l'UEMOA. Je crois que la CEDEAO, c'est 15 pays membres. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait 15 pays pour commencer. Les États-Unis ont commencé avec 13 États, hein. Après sont constitués. Ce n'est pas sous ce modèle qu'on va se constituer, mais je veux dire qu'on peut commencer petit et grandir. Ouais. Donc si aujourd'hui le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, le Mali, le Bénin, qui semblent avoir la même vision, se mettent ensemble, vous avez le Nigeria. Le Nigeria, c'est 60% du PIB de la CEDEAO. Vous avez le Ghana, vous avez le Bénin, vous avez le Libéria, vous avez le Mali. Si vous avez ces 5 États qui démarrent déjà la fédération, une fédération, et peut-être le Burkina, qui semble regarder de plus en plus dans cette direction, vous avez 5-6 pays qui commencent, c'est déjà quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que dès qu'il y a ces 5 pays, l'outil qu'utilise principalement la France pour contrôler
les 8 autres pays de la CEMAC, qui est le franc CFA. Ça va tomber. Et donc, l'effet domino va être tel que les autres pays seront obligés de suivre parce que le Nigeria est le premier partenaire économique de tous ces pays-là. C'est ça qui est important. C'est le premier partenaire de tous ces pays, donc en réalité, aucun de ces pays ne peut vivre sans le Nigeria. Donc, du coup, en réalité, je crois que le Nigeria a besoin de se stabiliser rapidement et de prendre le leadership qui lui revient, à savoir constituer la CEDEAO. C'est tout. Et la deuxième chose que je pourrais dire rapidement, c'est que si en même temps, vous avez au niveau de la CEAC, qui a, je crois, 10 États, vous avez au moins 4 ou 5 qui commencent, c'est-à-dire l'Angola, le Cameroun, la RCA, la Guinée équatoriale et, je crois, le Burundi. Si vous avez ces 5 pays qui commencent, et je crois qu'il y a des forces solides au niveau de la RDC qui poussent dans le même sens, et même dans d'autres pays comme le Tchad, si vous avez ces pays-là qui sont 5 ou 6, qui commencent, qui se regroupent, qui avancent, le franc CFA tombe également en CEMAC. Et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui sont des réservoirs de matières premières et des marchés importants, tout de suite, vous allez vous retrouver en fait avec le même effet que celui que j'ai décrit au niveau de la CEDEAO. C'est que le fait que le franc CFA soit tombé fait que tous les autres pays de la CEMAC vont suivre. Et la CEAC et la CEDEAO vont se constituer. Si la CEDEAO et la CEAC se constituent et que ces deux blocs entrent en relation, l'équilibre du monde entier va se refaire. L'équilibre du monde entier va se refaire. En réalité, nous avons une telle puissance. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais l'équilibre actuel de la planète dépend de nous. Si nous cassons ce qui existe aujourd'hui et que nous décidons de devenir vraiment indépendants, eh bien l'équilibre du monde va se casser. Et ce qui va se produire, c'est que la reconfiguration va obliger le bloc atlantiste à revoir son niveau de vie qui est superficiel. Vous savez qu'il est surévalué. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens. De revenir à un niveau réel de leurs ressources. Et ça va donc permettre au monde entier d'avoir une période de concorde et de paix. Enfin, que veut dire Barkhane? Puisque c'est notre sujet. Mais que veut dire Barkhane? Barkhane, c'est une dune. Quand vous allez dans le désert, vous avez des dunes qui se déplacent. C'est une dune mobile, mais vous avez le pivot, le centre, qui est au même endroit, mais les crêtes se déplacent. Et ça fait donc que la dune s'adapte au fur et à mesure, au gré du vent, en fonction des vents dominants. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire, il y aura une mutation profonde, c'est ça que vous devez comprendre. Ça veut dire que l'orientation principale de la dune va changer, mais la dune demeure. Donc, ceux qui crient victoire trop vite, il faut qu'ils se ravisent un peu. C'est ça qu'on appelle une dune. Quand vous parlez avec des hommes politiques, quand vous parlez avec des gens qui sont entourés de think tanks, d'intellectuels de haut vol, d'universitaires acquis à leur cause, de centres de recherche acquis à leur cause, il faut faire très attention à chaque mot qu'ils prononcent. Quand il vous dit, l'opération Barkhane va subir une mutation profonde, et qu'il vous dit, quand il ne vous dit pas qu'ils vont faire leur valise et partir, ça veut dire que la dune, en fait, il y aura un nouveau courant d'air, un nouveau vent, qui va donc orienter la dune dans un autre sens. Et il y a un téléspectateur qui nous a parlé de ce qu'ils vont installer en Côte, ou qu'ils ont déjà installé en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'on se retrouve en fait avec une autre vision, une réorganisation de leurs opérations dans cette zone. Merci. Voilà. Donc, en fait, en quelque sorte, vous voulez une dernière phrase. Il faudrait bien qu'on sache que, et je le répète, et je le répéterai même s'il le faut 1 million de fois, constituer la CEDEAO, constituer la CEAC, vous briserez le franc CFA. Si vous brisez le franc CFA, la France n'aura plus les moyens de financer ses bases militaires en Afrique et les opérations comme Barkhane. Merci monsieur, plus que 2 minutes pour sortir Albert Anatole ici. Il y a également un téléspectateur qui a déclaré au fort, ils n'ont même pas consulté les autorités maliennes, ils ont pris cette décision unilatéralement et les autorités maliennes l'ont, il faut le dire comme ça, eu l'information par voie de presse. Mais tout à l'heure, je l'ai dit lors de ma première prise de parole, rappelez-vous, j'ai dit que nous sommes dans la logique du paternalisme et de l'ingérence, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque ces messieurs-là, ils s'assoient dans leur salon, ils s'adressent aux chefs d'État africains, aux responsables, c'est-à-dire à ceux qui sont les institutions, qui représentent les institutions, comme s'ils avaient affaire à leurs élèves,
à leurs gamins de la maternelle. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça la démocratie. La démocratie du mépris, de l'irrespect, de la condescendance, la démocratie du paternalisme, la démocratie de la violence, c'est ça. La gifle, c'est ça la démocratie, a dit qu'ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect pour les institutions des autres pays, parce que selon eux, ces institutions-là, c'est eux qui les mettent en place. C'est ce qu'ils veulent dire, c'est ce qu'ils vous disent. Que ces institutions-là, ce sont eux qui les contrôlent, sont eux qui les manipulent. Mais moi, je pense que le problème fondamental au-delà de ce que Yam vient de dire, il faut briser, casser de la France-Afrique, tout simplement. Parce que ce monstre n'a créé que de la violence sur le continent africain. La France-Afrique. Ça n'a rien apporté de bon. Merci. Si oui, non, permettez que je puisse terminer. Et je voudrais rejoindre ce téléspectateur qui a dit, qui a justement constaté que vous ne pouvez pas investir là où il y a la guerre. C'est Moto depuis la Suisse qui l'a dit. Si vous investissez là où il y a la guerre, ça veut dire que c'est vous qui créez les conditions de guerre ou de violence, d'instabilité. Pourquoi Bolloré ne guide pas justement voilà, ça veut dire que ce sont eux. Maintenant, ils sont petits dans leur rôle, comme toujours. Il nous appartient aux Africains, il nous appartient à nous de nous organiser pour faire front, pour que justement, commençons par ce qu'on nous appelle les endocolons, les compris, les relais locaux, par les combats, parce qu'il y en a, même si nous sommes plus violents vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur, mais ceux qui sont à l'intérieur, qui font les rapports, qui sont des complices, qui vont à leur guichet toucher de l'argent, ils sont encore plus dangereux. Donc je crois que, pour terminer, ce qui est fondamental, nous devons avoir des armées autonomes pour éviter des bases militaires étrangères sur notre territoire. Merci monsieur d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Docteur Yantima, merci. C'est moi que vous remercie. Merci à vous Albert Anatolaï. C'est un plaisir. C'était une édition spéciale pour parler justement de la suspension, il faut le dire comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est une suspension et tout ce qu'on peut imaginer. Du retrait de Barkhane du Mali, entre guillemets. Et on voulait justement que vous qui êtes à la maison, vous participiez et vous l'avez fait. Malgré quelques couacs que nous avons eu avec le téléphone, nous nous en excusons d'ailleurs. Au plaisir de nous retrouver dimanche dans le cadre de Feu Vert. Mesdames, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin, la dernière du genre de cette semaine. Mais n'oubliez surtout pas, les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Bon week-end à toutes et à tous, et à dimanche, s'il plaît à Dieu. La décision de mettre fin à l'opération Barkhane était attendue, elle est désormais effective et publique. Toutefois, le calendrier de retrait des troupes n'a pas été précisé. Aussi, la fin de Barkhane ne signifie pas le désengagement de la France dans la lutte antiterroriste au Sahel. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.